Le 28 juillet 1981, le cadavre d'une jeune femme est découvert dans un abri à bestiaux du petit village tranquille de Rouvray, à quelques kilomètres d'Auxerre. L'enquête est confiée à l'adjudant Christian Jambert, qui cherche à identifier la jeune victime. Il s'aperçoit qu'entre 1975 et 1979, 6 jeunes femmes de l'assistance publique ont disparu sans que personne ne s'en émeuve. On découvre alors le petit monde d'Auxerre, chef-lieu de l'Yonne, département rural où l'accueil des enfants handicapés ou abandonnés est à la fois une tradition et une activité lucrative depuis le 19e siècle. Vous écoutez La conspiration du silence, épisode 1, Disparition dans l'Yonne, première partie. Début juillet 1981, je sors juste de l'école de journalisme de Paris et je viens pour un emploi saisonnier de 2 mois. Je connaissais pas Auxerre, je connaissais pas Lyon. Je viens pour un emploi de 2 mois et j'y reste 15 ans. Je m'appelle Philippe Thuru, je suis journaliste. J'étais reporter à Lyon Républicaine de 1981 à 1996. Ce 5 juillet 1981, vers midi et demi, la rédaction en chef me dit « Il faudrait que tu ailles voir à Rouvray, je crois qu'il y a un meurtre, je te conseille d'aller voir ». En l'occurrence, c'est mon premier fait divers. C'est la première fois que je fais un fait divers puisque j'ai 5 jours de journalisme professionnel. J'ai dû mettre 1 heure ou 2 pour retrouver d'un Rouvray, parce qu'on n'avait pas le GPS, de 2 pour retrouver cette grange. Je suis accueilli par un agriculteur de mémoire, ça a 40 ans, qui m'explique comment il a découvert un corps sous 30 cm de fumier, d'humus. Il me précise, je crois, que le soutien-gorge ou une gaine, ou en tout cas un vêtement, était à hauteur de la bouche, comme s'il avait servi de bâillon. Je fais la photo. Et puis en fonction des éléments, j'écris un fait divers de quelques centaines de signes. Je ne crois pas m'être rapproché de la gendarmerie de Seignelay, je ne crois pas m'être rapproché du parquet ou d'un éventuel juge d'instruction. Je fais avec ce qu'on m'a dit, rassurez-vous, j'ai un peu appris depuis. Début des années 80, Auxerre, c'est une ville dont on dit que c'est une belle endormie. La ville d'Auxerre, le chef-lieu de l'Yonne, se situe à 16 km de Rouvray. Ville très belle, d'aspect extérieur, une cathédrale, des églises partout, un maire très connu. Je m'appelle Bernard Revest, j'ai été avocat pénaliste à Auxerre, j'ai été aussi conseiller municipal et adjoint au maire avec Jean-Pierre Soisson. Jean-Pierre Soisson, c'est un bourgeois d'Auxerre, mais c'est un bourgeois libéral, quoi. Libéral, pas particulièrement au sens économique, c'est pas son truc l'économie, Soisson, mais dans l'appréciation des choses, dans la vision du monde, dans son rapport aux gens. C'est quelqu'un d'ouvert, qui tutoie beaucoup de gens, que beaucoup de gens tutoient, et pensez donc, à Auxerre, on tutoie un ministre qui est un fils du pays, qui vous tutoie aussi, qui vous le renvoie bien, et la grande qualité de Soisson, c'est que quand vous êtes son interlocuteur, il vous donne l'impression de ce que vous êtes la personne la plus importante du monde. C'est quelqu'un qui est attirant, c'est quelqu'un qui a des idées aussi, et puis qui fait une carrière politique nationale. Il est ministre, ou il a été, ou il le sera. Donc ça rend les Auxerrois plutôt fiers. Auxerre, c'est aussi un club de foot, l'AGIA, qui, évidemment, épate le reste du monde, en tout cas le pays. Quand je vais à l'étranger, aujourd'hui je dis j'habite à côté de Chablis, mais à l'époque je disais j'habite à Auxerre. Et on me répondait « Ah, chez Giroud ». C'est une ville, dans les années 80, non pas qui flambe, mais qui a une importance médiatique plus grande que ce qu'elle est vraiment.
En juillet 1981, à Rouvray, on fait une découverte macabre. On découvre le corps extrêmement abîmé sous un tas de fumier. Celui qui l'a placé là sait parfaitement qu'un tas de fumier, ça aide à la décomposition d'un corps et ne s'imagine peut-être pas qu'un jour, on le retrouvera. Je suis Didier Seban, avocat à la Cour. Je défends les familles des disparus de Lyon et l'Association de défense des handicapés de Lyon depuis 2001. Déjà au départ, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Je m'appelle Corinne Herman, je suis avocate, je suis spécialisée dans les cold cases et les tueurs en série. Et j'ai écrit un livre sur l'affaire des disparus de Lyon. Très vite, il apparaît que les éléments qui sont, proches de ces restes sont quand même des éléments féminins, une jupe féminine, des bas, des affaires qui sont celles plutôt d'une femme. Et sur le crâne, restent quelques éléments pileux encore attachés, restent des cheveux qui laissent à penser que c'est une femme. C'est le gendarme Jambert qui est là, qui va mener l'enquête sur ce corps. C'est le véritable début de toute l'affaire. Je m'appelle Stéphane Minca, je suis journaliste. J'étais l'enquêteur de l'émission de télévision Perdu de vue qui a révélé l'affaire des disparus en 1996. Jambert ne sait pas qui est cette jeune femme. C'est un corps d'environ 20 ans, mais le corps est extrêmement détérioré. Du fait de la chaleur excessive du mois de juillet et en plus de sa plongée dans le fumier. Ce qui fait que le corps a tellement macéré rapidement que Jambert et le légiste au départ pensent que cette mort remonte à plusieurs mois, voire années. C'est comme ça que Jambert, en voulant identifier en réalité le corps de l'appentie, la morte du petit village de Rouvray, il va demander en gendarmerie et police de remonter toutes les disparitions signalées dans le département depuis 1975. Parce qu'il ne sait pas dater précisément le corps de Rouvray. Et c'est ainsi, en demandant la liste des disparitions, mais aussi de certaines recherches dans l'intérêt des familles, etc., c'est grâce à ce travail minutieux qui va lui prendre plusieurs mois que Jambert va établir une liste de 6 jeunes filles ayant disparu et pouvant correspondre au cadavre de Rouvray. Cette liste de 6 jeunes filles, c'est la base des disparus d'Auxerre. Christian Jambert remonte les avis de recherche, principalement de jeunes femmes ou de femmes. Et le premier sur lequel il va tomber, c'est celui de Martine Renaud. Martine Renaud disparaît en septembre 79 du foyer de Montmercy, où elle séjournait, où elle vivait. Elle avait été confiée à ce foyer par la DAS. Elle va dire à la directrice qu'elle doit se rendre chez le dentiste. En fait, elle va dire à l'une de ses amies qu'elle allait rejoindre le chauffeur de bus et qu'elle allait partir avec lui pour aller voir sa mère. Elle ne connaissait pas sa mère. Quel rêve plus grand pour une jeune fille de la DAS que de connaître ses parents, que de les rencontrer, que d'aller les rejoindre, de sortir de ce pensionnat. Elle ne reviendra jamais. Le centre de Montmercy, c'est un foyer pour les enfants de la DAS, surtout des jeunes filles de la DAS qui vivent dans ce foyer, qui dorment dans ce foyer. Ça nous rappelle les images de l'après-guerre des grands pensionnats où on a des lits alignés dans une même salle avec des bâtiments assez simples, assez austères. À terre, il y avait des petits carreaux comme on les faisait après-guerre et puis ces lits en métal alignés où ces jeunes filles dormaient toutes ensemble et vivaient ensemble. D'anciennes résidentes décrivent le foyer de Montmercy comme très sévère, où les punitions sont dures et souvent injustes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Montmercy, c'est en pleine campagne, mais c'est malgré tout une sorte de prison.
pour jeunes filles. Elles raconteront toutes, finalement, les humiliations. Elles sont habillées avec des blouses, elles ont des sortes de numéros. La maison d'accueil de Montmercy accueille plus de 500 enfants de l'assistance publique entre 1958 et 1988. C'est très dur, elles décrivent des humiliations et cette volonté, cet espoir pour elles de sortir, le dehors est important. Et tous ceux qui peuvent leur permettre d'espérer un ailleurs vont l'écouter, elles vont le suivre. Vous venez d'écouter La conspiration du silence. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La conspiration du silence est un podcast coproduit par Initial Studio et Amda Productions, adapté de la série documentaire éponyme coproduite par Amda Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Vincent Hérissé et Thierry Fournet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Cypriane Ligère. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix d'Alix Martineau.